On va parler de ce qui se joue en Russie avec vous, Marie Mandras. Les Russes ont commencé à voter aujourd'hui. Élection jouée d'avance. Vous ne voulez même pas utiliser ce terme, on y reviendra. Poutine qui n'en finit pas de réprimer toujours plus violemment ses opposants. Votre dernier ouvrage, La guerre permanente chez Kemal Levy, montre comment l'agression à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie est devenue son ultime stratégie. Regardez, c'est dans l'invitation de Stéphanie Despierres, interview juste après. Si on vous invite, Marie Mandras, c'est parce que vous publiez une méticuleuse autopsie du système Poutine 2 ans après l'attaque de l'Ukraine. Chercheuse au CNRS, professeure à Sciences Po, vous êtes une spécialiste émérite de la Russie. Dans votre dernier livre, vous décryptez la stratégie du Kremlin qui, pour vous, tient en 2 mots, guerre et tyrannie. Tyrannie à l'intérieur contre les opposants politiques et guerre à l'extérieur. Vous remettez en perspective l'agression de l'Ukraine, le 5e conflit déclenché par Vladimir Poutine. À chaque fois, il invoque la lutte contre le terrorisme, la protection des russophones ou de la nation russe. Et la sémantique est réfléchie. Jamais il ne prononce le mot guerre. Il parle d'opération militaire spéciale. C'est le même refrain en Ukraine, à la différence près que cette fois, il envoie l'armée régulière et non pas des milices ou des forces spéciales. Regardez ces jeunes soldats dévoués à notre nation. Ils ne reculent pas, ils n'échoueront pas, ils ne trahiront pas. Selon vous, Marie Mandras, Vladimir Poutine sous-estime ses adversaires. En Ukraine, la Russie aurait déjà perdu 150 000 soldats. Le président russe ne connaît que la guerre, car, dites-vous, elle le protège d'une révolution de palais. Dès aujourd'hui, jusqu'à dimanche, les électeurs russes sont invités à voter pour la présidentielle. Scrutin sans opposition, donc joué d'avance pour le maître du Kremlin, qui continue d'agiter la menace nucléaire en visant notamment la France. Hier soir, aux 20h, Emmanuel Macron a parlé d'une guerre qui menace l'existence même de l'Europe. La sécurité de l'Europe et la sécurité des Français se jouent là-bas. Et vous-même, vous avez utilisé menace existentielle. Mais oui, mais parce existentielle, ça veut dire que c'est notre existence qui est en cause. Je le dis et je l'assume. Il a à nouveau assumé sa volonté, si les conditions l'exigent, d'envoyer des troupes occidentales sur le terrain, proposition rejetée par une grande partie de la classe politique et de nos alliés. Des troupes au sol pourraient sans doute changer la donne et le rapport de force en Ukraine. Mais Marie Mandras, nous avons une question pour vous. A-t-on vraiment les moyens d'arrêter Vladimir Poutine? C'est la question évidemment que tout le monde se pose. Oui, bien sûr. On a Oui, bien sûr. On a les moyens. Oui, je crois que ce qu'a dit le président de la République, c'est très clair. Et je pense que tous les pays occidentaux sont sur cette ligne. Il faut soutenir plus l'Ukraine en armement, en formation militaire, en financement, car il est absolument exclu non seulement que la Russie continue d'occuper l'Ukraine, mais aussi que l'Ukraine reste dans une situation de souveraineté faible, d'insécurité, tant qu'un régime aussi dictatorial et violent reste Donc vous en place approuvez en le Russie. durcissement de ton, cette fameuse ambiguïté stratégique et les mots qui ont changé très clairement dans la bouche du chef de l'État. Vous démontrez dans ce livre comment la préférence pour le conflit, la guerre permanente de Poutine, qui a commencé, on s'en souvient, dans les années 90 en Tchétchénie, est devenue son ultime stratégie pour se maintenir au pouvoir. Expliquez-nous. D'abord, donc, Vladimir Poutine, il est arrivé au pouvoir après avoir promis à l'armée et aux services spéciaux de prendre une revanche contre les Tchétchènes qui avaient défait l'armée russe en 1996. Et c'est parce qu'il a fait cette promesse, en tant qu'à l'époque chef du FSB, qu'il a été placé à la tête de la Russie en 1999, d'abord comme Premier ministre, puis comme président. Donc déjà, il est contestable que Vladimir Poutine ait été élu au premier tour de la présidentielle en mars 2000 par une élection concurrentielle, pluraliste, ouverte et honnête. Voilà, donc il sait qu'il n'a pas de légitimité dans les urnes ou dans le respect des institutions publiques. Et d'ailleurs, vous refusez le terme d'élection, il faudrait dire quoi? Opération spéciale plébiscite, puisque M. Poutine dit que ce n'est pas une guerre,
qu'il mène en Ukraine, mais une opération spéciale. Moi, je dis que ce n'est pas une élection représentative dont il faut attendre des résultats qui sont déjà écrits. Il faut l'appeler une opération spéciale pour tout simplement écraser la toute dernière institution publique qui fonctionnait mal, mais qui fonctionnait encore un petit peu, le suffrage universel direct. Alors justement, vous êtes une des meilleures spécialistes de la Russie. Vous avez d'innombrables interlocuteurs russes, là-bas, comme à l'extérieur, qui ont choisi l'exil depuis l'invasion de l'Ukraine. Malgré tout, on vote. Alors, il n'y a pas d'opposants. Les candidats adversaires sont des candidats fantoches. Que sait-on exactement de l'adhésion de la population à son chef? On parle d'apathie, on parle de résistance pour une petite partie de cette population. Que savez-vous? D'abord, je voudrais dire que la guerre en Ukraine, comme la guerre en Syrie, la guerre en Géorgie, la guerre en Tchétchénie, c'est à chaque fois le choix de Vladimir Poutine. Bien sûr. À chaque fois, il y a eu des négociations avant, des possibilités de trouver un compromis. On oublie que les 3 premiers mois de la guerre en Ukraine, donc le printemps 2022, il y avait des négociations à haut niveau entre les Ukrainiens et les Russes pour arrêter l'agression qu'avait commencé Moscou. Donc, le fait de maintenir un plébiscite dans des conditions qui sont ouvertement malhonnêtes, non démocratique. Ça ne les gêne pas du tout que ce soit que ça s'affiche partout, que c'est lui qui sera forcément choisi. C'est le choix de Poutine aussi. C'est le choix de Poutine. Il pourrait très bien, dans la situation de dictature actuelle, il pourrait très bien dire « j'ai pas besoin d'être élu, je suis là pour toujours ». Il y a quelques dictatures qui n'ont pas d'élection du chef, comme par exemple en Chine. Il n'y a pas de suffrage universel. Mais il a besoin de cette mise en scène. Il en a besoin, et je crois que c'est ça qui est intéressant, beaucoup plus qu'un résultat qui est écrit d'avance et qui n'est pas représentatif de ce que ressentent les Russes. Je vais y venir tout de suite à votre question. Il en a besoin d'abord pour ne pas être traité comme un vulgaire dictateur. Il a sa coquetterie, et ça a bien marché avec les Européens. Et ça fait quand même, moi, 25 ans que j'écris qu'il y a un problème de respecter un chef d'État qui, la première chose qu'il a faite en 2000, c'était d'écraser les Tchétchènes une seconde fois. Je crois qu'on est quand même à un tournant de réveil de l'Europe. Vous me l'accorderez là-dessus. Et donc c'est pour ça que c'est Racontez-nous la société russe. C'est important pour Poutine de prétendre, et malheureusement, comme beaucoup de journalistes vont dire Poutine a encore remporté, eh bien là, Poutine est gagnant, et également, il en a besoin pour convaincre le sérail, son clan, que sa posture tient toujours. C'est ça parce qu'il y a un régime, il n'y a pas que Poutine, il y a aussi au Kremlin un clan. Il y a un clan. On a l'impression de 3 blocs. Un bloc adorateur du chef, un bloc apathique, résigné, qui ne peut absolument plus même s'exprimer, complètement recroquevillé sur son voisinage, sa vie quotidienne, et un bloc plus résistant, moins nombreux, mais quand même, qui prend le risque parfois de s'opposer. On l'a vu lors des funérailles de Navalny. Mes 3 Russies sont celles que vous avez dites, c'est-à-dire qu'il y a une Russie de résistance, je vais y revenir, c'est le plus important, une Russie pas du tout adoratrice, mais soumise, qui regarde la télévision, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui est désinformée et qui comprend que les autorités locales, le gouvernement, tout ça, ça ne fonctionne pas, qu'il y a beaucoup de corruption. Alors si on lui retire Poutine, qu'est-ce qui lui reste? Et puis il y a cette 3e Russie, qui est la Russie attentiste. C'est la majorité? C'est 3/3 à peu près. 3/3. Non, attentistes, c'est ceux qui ne sont pas complètement soumis, qui peuvent suivre Internet, qui ont d'autres informations, mais qui n'ont pas vraiment les moyens de se mettre en résistance active. Et enfin, ce que je voudrais ajouter, c'est que sur cette Russie de résistance, quand même des millions de personnes qui suivent toujours la chaîne de Navalny depuis des années et qui n'ont pas arrêté quand il était en prison, parce qu'il a une équipe extrêmement active. C'est fascinant de voir que ceux que vous appelez les résistants, évidemment, Navalny, on a vu que son bras droit avait été frappé Vilnius, en Lituanie, Oleg Orlov qui a été
arrêtés, incarcérés. On découvre, moi personnellement, aujourd'hui, le visage de Ilya Yachine, ce qui fait la une de Libération, qui sait que Poutine peut l'éliminer. Il le dit avec Véronica Dorman dans Libération aujourd'hui. Il y a toujours des visages de résistance malgré tout. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la résistance passive et la résistance active en Russie et en exil. Et ces résistances sont en communication permanente. Par exemple, les comités anti-guerre, qui sont très actifs en Russie, même s'ils doivent être discrets. Ils sont en communication permanente avec les comités anti-guerre basés chez nous, en Géorgie et même en Ukraine et ailleurs. Et enfin, nous voyons bien que, au stade où on en est de la dictature, de cette guerre de destruction, ce n'est plus une opposition ou quelques opposants. Ce sont des millions de personnes qui sont en résistance dans le sens où elles veulent absolument la fin de la guerre et la fin du régime Poutine. Donc vous expliquez très bien dans ce livre en quoi cette espèce de régime de terreur, cette dictature du conflit perpétuel est aussi la vulnérabilité de Poutine. 300 000 tués sur le front selon les renseignements américains. Tués ou blessés ou mis hors de combat. 300 000 soldats russes qui servent de chair à canon. Que disent les maires de ces conscrits? Est-ce qu'il peut y avoir des failles, justement, par le nombre de morts dans le fonctionnement du régime? Ce sera ma dernière question. Oui, les comités de maires de soldats qui avaient été créés pendant la guerre soviétique en Afghanistan, au début des années 80, ont repris le travail pendant les deux guerres de Tchétchénie. Et évidemment, maintenant, ce sont les comités de mères et d'épouses de soldats depuis 2 ans. Et je conclurai en disant qu'une des raisons aussi de ce plébiscite fabriqué, de cette acclamation populaire qui n'est pas une adhésion, eh bien, c'est que dès que les résultats fabriqués seront publiés, ils ne tarderont pas trop à lancer une nouvelle mobilisation pour aller batailler en Ukraine. Merci beaucoup, merci Marie Mandras. La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin, c'est un travail important sur cette guerre que vous écrivez noir sur blanc. Les Ukrainiens et l'Europe vont gagner. J'en renvoie les lecteurs à votre ouvrage.